Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été dans Mansplaining, j'ai décidé de discuter avec des hommes, tous différents, de questions de masculinité. Dans ces épisodes hors série, je leur propose de me raconter comment ils se sont construits avec les représentations de la virilité, s'ils ont réussi à s'en éloigner, et si oui, grâce à quoi. L'idée, c'est d'apporter quelques éléments de réponse à cette très grande question. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme, en 2023 ? Moi, je m'appelle Ismaël, je suis un homme franco-algérien de 23 ans, cisgenre, qui ne se met pas trop d'étiquettes au niveau de l'orientation sexuelle. T'as jamais eu envie de te donner d'étiquette ou est-ce qu'il y a eu un parcours à ce niveau-là ? C'est quoi ton histoire de ce côté-là ? Je pense que c'est un parcours. Moi, j'ai grandi dans les années 2000, du coup, toutes les évolutions et toute l'arrivée des gender studies en France, c'est assez récent. Donc, je pense que j'ai grandi en me mettant beaucoup d'étiquettes. Et du coup, je pense que c'est un choix que j'ai fait maintenant de me dire qu'en fait, il y a des choses que je sais pas, auxquelles je donne pas de réponse et où ça m'intéresse pas en fait de m'enfermer dans une étiquette particulière. Et du coup, moi, c'est mon choix personnel. Du coup, je voulais te poser cette question que je pose à mes invités de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ? Écoute, c'est intéressant parce que autant c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup été, une question autour de laquelle j'ai beaucoup tourné, mais dans le fond, j'y trouve toujours pas beaucoup de réponses. Je pense que c'est en même temps à la fois quelque chose, on va dire, c'est se sentir homme, donc soit être cisgenre, soit être transgenre et avoir se sentir homme, mais en même temps, pour moi, il y a quelque chose aussi du fait d'avoir accepté ou vécu, tu vois, toutes ces sortes d'injonctions à être un homme, etc. et de qu'est-ce qu'on en a fait. Donc pour moi, ça tourne beaucoup autour de ça, autour de comment on se ressent et autour de comment la société nous a fait ressentir les injonctions à être socialement un homme. Toi, c'est quel type d'injonction que tu as particulièrement vécu, subi ? Moi, je dirais que c'est, les injonctions, on va dire, à la virilité, à se séparer, on va dire, de la moitié de l'humanité et à être un homme pur sang, on va dire, et donc à ne laisser apparaître rien de féminin, à moins d'être, j'ai envie de dire, limite émasculé dans la manière dont on l'inculque encore dans certains endroits aux enfants. Et je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de choses, à côté d'une sentimentalité. Je pense que c'est ça aussi, c'est le fait de se couper de sa propre sentimentalité et d'être très dur, de voilà, ne pas pleurer, l'homme ça pleure pas, etc. Mais en même temps, moi je pense que j'ai eu la chance d'être depuis petit, en fait, très proche de la nature. J'ai grandi en milieu rural et du coup en fait d'avoir toujours une sorte de rapport au monde qui a été à un moment donné quand même impacté par toutes ces injonctions, mais qui quand même a été assez libre. Parce que j'ai pas grandi dans une famille avec énormément d'hommes. J'ai grandi dans une famille où il y avait majoritairement des femmes et où la place de la femme est très importante, ou du moins que la place prise par les femmes de ma famille était très importante. Et du coup, j'ai moins subi, je pense, que d'autres ces injonctions, mais quand même, je pense que c'est quelque chose que je comprenais pas et qui me frustrait et me dérangeait quand j'étais enfant et que maintenant j'ai jeté. Toi, t'étais quel type de petit garçon puis d'ado ? Alors moi, j'étais un petit garçon très solitaire, qui était très renfermé sur lui-même, qui regardait un peu le monde depuis son propre petit monde à lui. Et après, sinon, j'étais un enfant, je pense, très intéressé, qui posait beaucoup de questions, qui aimait des choses très différentes. Et après, adolescent, ça m'a pas plu l'adolescence. C'est pas une période que j'ai appréciée. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent leurs années collège, leurs années lycée comme les meilleures années de leur vie. Moi, j'ai pas du tout subi, tu vois, de harcèlement scolaire ou quoi que ce soit, mais j'ai pas du tout apprécié ces années parce que l'effet de groupe, c'était quelque chose qui me rebutait beaucoup. Et en même temps, c'est un passage de sociabilisation un peu obligatoire au vu de comment l'école et le collège, etc. sont construits. Après, il y a eu l'abandon de mon père aussi qui marque une sorte de grande coupure entre le fait que j'ai grandi du coup dans une famille avec mes deux parents, dans un milieu plutôt aisé, et qu'à partir du moment du départ de mon père, du coup j'ai grandi dans une famille monoparentale, avec ma mère qui avait arrêté de travailler, qui était femme au foyer, et donc du coup
pas du tout dans la précarité, mais où entre guillemets, on va dire qu'il y a eu un déclassement du fait que j'étais dans une famille très aisée, mon père était ingénieur, et cetera. Et que d'un coup, bah, j'ai grandi avec ma mère qui faisait, des ménages ou de la garde d'enfants, tu vois? Donc il y a eu déjà une évolution là-dessus et en plus de ça, je suis passé d'un milieu rural à un milieu urbain parce que j'ai fini mon adolescence en milieu urbain. Par contre, c'était une fin d'adolescence beaucoup plus libre, où je sortais beaucoup, où j'étais, beaucoup plus entouré que dans ce milieu rural où du coup il y avait très peu de personnes de mon âge. Je me sentais beaucoup plus compris en tant qu'enfant, issu d'une minorité, bien que je sois, métisse, où je me sentais beaucoup plus représenté, où j'étais beaucoup plus à l'aise. Du coup, ma fin d'adolescence a été beaucoup plus agréable que mon début d'adolescence et mon enfance. Au niveau de tes relations, amicales, tu étais aussi bien entouré de garçons que de filles ou est-ce qu'il y avait un déséquilibre à ce niveau-là? Alors, tôt dans mon enfance, je pense qu'on était sur du 50-50 parce qu'il y avait très, très peu de gens dans cette ruralité et du coup, on se retrouvait tous et du coup et j'avais très peu d'amis, mais on va dire que j'avais une grande amie fille, qui était ma meilleure amie et un grand ami garçon qui était mon meilleur ami aussi. Donc là-dessus, j'étais à peu près à égalité et puis après, j'ai eu beaucoup plus d'amis filles jusqu'à la fin de mon adolescence et là, depuis la fin du lycée et les études sup, c'est une tendance qui commence à revenir à égalité, avec quand même une surreprésentation de filles dans mes amitiés actuellement quand même. Je voudrais effectivement qu'on revienne sur tes modèles, voire tes idoles, même si le mot est parfois un peu galvaudé. Est-ce que tu avais d'autres modèles, comme ça quand à cet âge-là ou un peu plus tard? Du moins de personnages connus, de stars et cetera, j'ai jamais nourri une sorte d'admiration pour des gens très connus. Donc j'ai eu, bah, du coup, à part ce Jacques Vergès, mais du coup, c'était totalement dû au fait que je voulais devenir avocat et que c'était quand même, l'un ou le meilleur des avocats français et qu'en plus de ça, il y avait justement cette chose très mystérieuse et moi j'étais un enfant très solitaire et du coup, de ce fait très secret, donc je ressentais peut-être une sorte de proximité sur ce point-ci ou je sais pas. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie beaucoup de maîtres à penser, mais qui étaient des personnes, on va dire, lambda, mais que je voyais comme des gens qui menaient ou qui avaient su mener une vie qui me paraissait honorable ou une belle vie en tout cas. Ça s'est manifesté, ouais, en fait, par des rencontres. Je pense que j'ai fait des rencontres où j'ai pris des gens en modèle. J'ai rencontré à un moment un ami de ma tante qui était quelqu'un qui aidait des gens qui étaient en réinsertion post-carcérale, en les formant, en fait, à travailler la terre et je trouvais ce type absolument merveilleux. Il devait avoir 90 ans et je l'ai rencontré quand j'avais 10 ans. Mais ce type avait exercé une sorte de enfin, j'étais complètement fasciné, en fait, par ce parcours de vie. Tu vois? Après, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai vraiment pris pour modèle, mais dont ça aurait peu d'intérêt que je te donne les noms parce que du coup, C'est des anonymes. c'est des anonymes, voilà, c'est des gens qu'on considère lambda, mais qui me paraissent, absolument extraordinaires. Mais du coup, par exemple, tu sais, on a toujours cette représentation de l'enfant ou de l'ado qui a des posters dans sa chambre et tout. C'était pas ton cas, par exemple? Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Moi, très petit, j'avais une fascination pour les loups, tu vois? Mais donc vraiment rien à voir avec, je sais pas, moi, j'ai entendu par exemple, Beckham là dans un de tes entretiens, mais alors moi pas du tout, j'étais pas du tout fan de foot, j'étais pas du tout fan de sport. Est-ce que tu peux me raconter, qui étaient tes parents? Ma mère, c'est, une femme algérienne, une femme née en Algérie, mais qui est arrivée comme Kamel Elkar très tôt en France. Du coup, qui en même temps faisait partie de cette, 2e génération, on va dire, d'émigrés algériens qui sont venus pour travailler peu de temps après la guerre d'Algérie, mais qui a mené une enfance française et qui s'est toujours sentie, elle, en elle, profondément française et qui du coup a grandi aussi avec toute cette thématique identitaire de, ici je suis, renvoyé à mon algérianité, en Algérie je suis renvoyé à ma francité, mais qui s'est toujours sentie profondément française et qui s'est petit à petit assez, éloignée de son algérianité, tu vois? Elle a pas souhaité nous transmettre, sa langue maternelle, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort, je pense, quelque chose de très révélateur et après c'est quelqu'un qui a épousé un homme blanc, français et qui, pour ce faire, a dû se séparer un temps de sa famille parce que c'était quelque chose qui était pas du tout accepté. Mais c'était un choix par amour qui a mené à ce qu'elle ait 2 enfants avec cet homme qui est mon père et qui est un homme, lui, qui est français, donc qui a grandi, sans père, avec une mère du coup, enfin voilà, une famille monoparentale avec 4 frères et sœurs
et qui a, lui, une valeur travail très importante, donc ce qui fait que moi je l'ai pas beaucoup vu parce que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé quand j'étais petit et qui par la suite m'a abandonné quand j'avais 10 ans, donc qui a reproduit un peu son schéma familial. Et après je sais en fait très peu de choses dans le fond sur mon père, où j'arrive à comprendre très peu de choses sur lui. C'est encore un sujet, enfin, est-ce que, par exemple, ça t'arrive de parler de lui avec ta mère ou est-ce que maintenant il fait partie, entre guillemets, de ton histoire, mais aussi de ton passé et c'est derrière toi? Et bah, en fait, c'est toujours un sujet dans le sens où, du fait, en fait, d'un départ et d'un abandon assez brutal, j'ai beaucoup refoulé tous les souvenirs que j'ai pu avoir avec lui et sa personne en lui-même, en fait. Et du coup, des fois, ma mère, elle comprend pas le rapport que j'ai à cette histoire et moi, je comprends pas le rapport qu'elle peut avoir à cette histoire. Bien qu'on ait vécu un peu la même chose, parce que même si moi, j'ai été abandonné en tant qu'enfant et elle en tant que femme, on n'a pas du tout la même expérience de ce départ et de cette absence et ce qui est normal dans le fond, hein, c'était son mari et moi j'étais son enfant quand même, son fils. Tes parents ont eu 2 enfants, tu as un grand frère qui a 5 ans de plus que toi, donc qui a aussi lui, j'imagine, bah, vécu cet abandon. C'était quoi vos rapports? Est-ce que vous étiez proches? Moi, mon frère, c'est quelqu'un qui a très mal vécu le fait d'être grand frère. C'est quelqu'un qui a je pense que ça c'est normal même en tant qu'enfant, qui a été très jaloux. Mais le problème, c'est que je pense que mes parents n'ont pas compris la profondeur de sa jalousie et n'ont pas agi en conséquence, ce qui fait que sa jalousie s'est transformée et encore là, je trouve qu'on reste dans quelque chose de normal pour l'enfant, en une sorte de colère ou une sorte de haine, je sais pas, mais en fait, ça a perduré parce qu'ils ont pas su mettre les mots ou nous rapprocher ou nous élever dans l'amour de l'un et de l'autre, je sais pas. Et ce qui fait qu'on a eu des relations quand même toujours assez chaotiques, mais quand même avec des instants de proximité. Mais c'était quoi, lui, son rapport à la masculinité, à la virilité? Est-ce que c'était le même que le tien? Pas du tout, parce que déjà, on va dire qu'il a eu un père plus longtemps que moi. Parce qu'au début, mon père travaillait en région lyonnaise et on vivait à Lyon et du coup, il était présent, tu vois? Bon, que le soir quoi, mais bon, comme la plupart des parents maintenant de nos jours, après la journée de taf. Alors que moi, quand on est parti habiter à la campagne, en fait, très vite, il lui travaillait à Paris. Donc c'est-à-dire qu'on se voyait que le week-end. Et donc moi, j'avais vraiment cette, perception de mon père comme, d'un type quasiment étranger qui descendait le week-end et qui criait et qui me faisait faire mes devoirs, quoi. Alors que du coup, lui, je pense qu'il a eu une relation plus proche au début avec lui, beaucoup plus conflictuelle que moi, parce que moi, c'était vraiment, je sais pas, un non-sujet mon père, quoi. C'était un personnage du week-end, alors qu'il était beaucoup plus présent dans l'éducation de mon frère, parce que mon frère était quelqu'un de beaucoup plus turbulent, contrairement à moi qui était très calme et qui était pas du tout attiré par le fait de faire des conneries tous les jours, tu vois? Et du coup, mon frère a eu beaucoup plus, a subi beaucoup plus de violence physique de la part de mon père, chose qui m'est très rarement arrivée moi. Et du coup, il s'est construit en même temps dans cette atmosphère de violence, d'un modèle de père violent et en même temps dans l'amour de ce père qui était, du coup un peu difficile à aimer, quoi. Et en plus de ça, lui avait dans sa génération, quand on a habité en milieu rural, beaucoup plus de personnes de son âge, dont beaucoup plus, de garçons de son âge. Alors que moi, il y avait vraiment une fille et un garçon de mon âge, quoi. Et donc lui, il est beaucoup plus rentré dans cette sorte d'effet de groupe, d'effet de meute, de virilisme, de ce besoin d'être le plus fort, de se montrer, d'être ceci, d'être cela, chose qui moi, du coup, ne me touchait pas du tout. Et toi, à quel moment, tu pris conscience que tout le monde dans la vie était pas traité de la même façon? Et ben, en fait, ça dépend de qui on parle, dans le sens où, moi, même si, enfant, j'étais un enfant très blanc, mon métissage se voyait quand même, donc et en plus, j'étais en milieu rural où il y avait peut-être, un enfant tunisien et un enfant comorien, donc tu vois, on était, très vite, remarqués. Donc déjà sur le fait qu'on nous posait à nous des questions qu'on ne posait pas aux autres. Est-ce que: «Ah, tu parles une autre langue?» «Non, non, non, non», alors qu'on demandait jamais ça à un Italien, quoi. Donc déjà le fait qu'on soit perçu comme différent du fait de nos origines, j'ai vu directement très tôt en fait qu'il y avait des différences de traitement, par des petits commentaires racistes par moments ou des choses comme ça. Après au niveau des différences entre les sexes, je pense que c'est quelque chose que j'ai considéré à partir du collège, je pense. Parce qu'encore en primaire, surtout dans ce milieu rural, tu vois,
on était mélangés, bien que quand même il y avait des jeux de filles, des jeux de garçons, donc dès la primaire, mais particulièrement au collège, les groupes qui se formaient et du coup le fait que les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Donc ça, j'ai remarqué aussi les différences de traitement à ce moment-ci, parce que je pense que c'est là que vraiment je sais pas, les commentaires ou les gens qui étaient tournés en ridicule, c'était souvent des filles, tu vois, ou des choses comme ça. Là j'ai remarqué cette différence de traitement. Après, au même stade, je dirais collège-lycée, j'ai vu les différences de traitement entre les gens qui étaient originaires de classes populaires et les gens qui étaient originaires de classes aisées. Surtout que moi, du coup, j'ai fait partie d'une classe aisée, puis ensuite j'ai fait partie d'une classe moyenne inférieure, on va dire, à ce moment-ci. Et dernièrement, j'ai pris conscience aussi quand même des différences entre les différentes nationalités, chose qui m'était pas forcément venue à l'esprit, mais l'importance en fait de la puissance du passeport qu'on a dans notre poche. Et donc ouais, je pense que ça a été en stade parce que du coup, j'ai pas pris conscience de tout. En même temps, ça me paraît un peu normal en tant qu'enfant. Mais du coup, tout au long de ma vie, depuis très tôt jusqu'à il y a peu de temps, j'ai constaté toutes les différences de traitement entre les différents humains. Cette puissance du passeport, tu t'en es rendu compte comment? Je m'en suis rendu compte parce que quand j'étais ado, j'ai donné des cours de français à un type qui est devenu un super ami, qui était afghan. Donc déjà, j'ai vu l'importance et la différence entre lui qui avait son passeport afghan et moi qui avais mon passeport français où je peux voyager dans je ne sais combien de pays, et lui qui avait dû misérer pour demander l'asile, qu'il a même pas obtenu derrière. Et surtout dernièrement, en fait, quand j'ai rencontré un bon ami qui est pakistanais et qui a un passeport pakistanais, et où vraiment en fait c'est des gens qui misèrent pour voyager quoi. Et si t'as pas une carte de 5 ans ou 10 ans française, tu peux pas voyager en Europe facilement. Et c'est vraiment entre la fin de mon adolescence et maintenant où j'ai vraiment pris conscience de ces différences là, et du fait qu'en fait même si t'es quelqu'un qui est pauvre, originaire d'une minorité en France, et bah encore une fois, quand même, on a un passeport français et ça fait un privilège sur des gens qui ont un passeport pakistanais ou qui ont un passeport afghan ou tu vois, tout autre passeport qui est tout en bas de la liste, quoi. On va parler un petit peu de féminisme et d'abord, la grande question, ce serait quoi ta définition à toi du féminisme? Ma définition du féminisme, ce serait vraiment, en fait, ou du moins de quelqu'un de féministe, pour moi, ce serait quelqu'un qui lutte activement ou soutient activement les différentes luttes en cours pour que advienne l'égalité totale et inconditionnelle, et que advienne un monde égalitaire. Je sais pas si ça se dit, mais même équitaire. Et pour moi, ce serait ça, ma définition de la lutte et du combat féministe, en tout cas. Et est-ce que toi, tu te considères comme féministe? Et bah, du tac au tac, moi je répondrais oui. D'ailleurs, je suis un peu des fois étonné par des gens que le terme dérange, qui ont du mal à dire oui, je suis féministe, mais du tac au tac, je te dirais oui. Après, c'est vrai que il y a cette question de, en tant qu'homme, est-ce que je suis féministe ou allié de la cause féministe? Il y a cette thématique qui revient, cette question qui revient, mais moi je dirais oui, sans rougir. Ça se traduit comment au quotidien? Et bah, alors moi je suis très allergique aux réflexions débiles, aux trucs pas réfléchis, à les femmes c'est ci, les hommes c'est ça, les hétéros on est comme ci, les gays ils sont comme ça. Et donc pour moi c'est vraiment du reprendre les petites phrases et mettre des fois les gens face à leurs conneries, quitte à ce que ce soit très fatigant et très épuisant, mais jamais laisser passer une petite réflexion qui paraît être un mot en l'air, mais qui dans le fond du coup résonne avec tout un contexte d'oppression. Et c'est vraiment en fait être sur le qui-vive, être présent, soutenir, être un allié. Je le vois comme ça. Est-ce que ça s'exprime aussi dans ton couple, le fait que tu sois, féministe ou allié du féminisme? Écoute, je tente, en tout cas. Après, je sais que des fois, par exemple, il y a des choses que je remarque pas forcément, mais par exemple, quand je vais à la pharmacie pour acheter des serviettes et des tampons bio pour ma femme, j'interroge beaucoup la pharmacienne, tu vois, qui me regarde avec un œil un peu étonné, un peu limite des fois admiratif ou juste un peu bizarre. Et du coup, je vois que dans des petits gestes comme ça qui me paraissent assez anodins pour moi, je vois que c'est quelque chose d'assez étonnant pour les gens.
Après sinon, dans des choses plus particulières, j'essaye au mieux de pas du tout prendre plus de place, tu vois? Par exemple, je vois beaucoup de gens qui sont en couple et dans des discussions avec des amis ou je sais pas quoi, tu l'homme qui prend beaucoup plus de place que la femme. Moi, je trouve que j'essaye en tout cas de pas du tout avoir ce genre de comportement. Et oui, après ça se manifeste dans mon couple parce que je pense que ça doit se manifester en fait dans toutes les sphères de la vie. Mais après, je saurais pas te dire comment ça se manifeste réellement. Mais après, je pense que ouais, ça se fait par l'écoute, par l'intérêt pour l'autre, pour ce qu'il ressent, pour ses particularités, etc. Et est-ce que tu te considères comme militant? Comme militant, oui. Oui, je pense que c'est très important de militer parce que je pense que on a vraiment besoin que tout le monde s'inscrive dans les différents combats. Et tu vois, genre là, il y a eu la Pride radicale à Marseille et j'étais très heureux de voir qu'en fait tous les combats se rejoignent en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et oui, militant féministe, je dirais avec mon cœur oui, mais c'est vrai que je suis très peu actif dans des associations féministes ou dans des luttes féministes, bien que je puisse participer à des manifs. Et après militant pour plein d'autres choses, oui, militant pro-palestinien, militant pour l'égalité des sexes, en réalité, oui, mais après c'est vrai que il y a très peu de manifs là où je vis en ce moment qui demandent, enfin je sais pas, il y a très peu, c'est très, enfin même si le milieu marseillais, au niveau associatif est ultra riche, au niveau du militantisme, c'est un peu plus calme, on va dire. Il me reste une question. Si, par exemple, demain, tu étais nommé ministre de l'égalité entre les êtres, on va dire, pour généraliser, ça serait quoi ta mesure phare ou ta première mesure? Oh là 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 là. Honnêtement, je dirais un truc du style, je sais pas, des cours obligatoires, tu vois? Comme sous la forme un peu de pas travaux d'intérêt généraux, mais ils font ça des fois un peu, tu vois, pour les maris violents et bon, ça marche vraiment pas bien du tout, mais bon, si on mettait les moyens, tu vois, genre des sortes de formations pour rappeler aux gens ou limite des cours ou limite des rendez-vous chez le psy obligatoires pour certaines personnes, tu vois? Il y a un truc où vraiment, genre, faire en sorte que les gens, ils se questionnent sur eux-mêmes. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont telle réaction? Mais un truc contraignant où en fait, bah, t'as eu tel comportement, t'avais fait telle action, et bah maintenant, on va pas te foutre en prison, on va pas te couper la main ou je sais pas quel truc débile, mais on va te forcer en fait un peu à questionner ce pourquoi t'es là et ta manière d'être. Ismaël, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour tes questions, pour ton intérêt et pour ton écoute. C'était un plaisir et c'était passionnant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui écoutent le podcast et qui notamment l'écoutent avec beaucoup de passion cet été et qui me font énormément de retours sur ces épisodes d'entretien avec des hommes. Ça donne envie de prolonger l'expérience au-delà de ces épisodes hors série. Merci beaucoup à tout le monde. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Dolahaye. À dans 15 jours pour un nouvel hors-série.